Cette nuit, j'ai vu papa dans mon rêve, comme presque toutes les nuits. Il me manque trop. Alors c'est décidé, je vais le retrouver. J'ai commencé à écrire Miel Ligou avant la fin de La prophétie des grenouilles pour pouvoir enchaîner un peu les films parce que, vous voyez, 6 ans, il y a toute une équipe qui est autour de ces films et qu'ils ont besoin un peu de continuité. Donc je suis obligé de travailler sur le scénario suivant un peu avant la fin. D'ailleurs, j'ai déjà écrit le prochain film qui s'appelle Tantilda contre Atilène. Alors 6 ans, pourquoi? C'est-à-dire, il y a à peu près 500 000 dessins dans un film comme ça. Ils sont tous faits à la main. Et un dessinateur fait 13, 15 dessins par jour, pas beaucoup plus. Donc, vous voyez, il faut beaucoup de monde et beaucoup de temps. Et puis, il y a aussi, on consacre beaucoup de temps aussi à l'écriture, au développement du film, au développement graphique, à l'animatique. Donc, tout ça prend 2 années. Ensuite, il y a 3 années de production lourde pour faire les mouvements, etc. La production du film. Et puis 6 mois de finition et 6 mois à peu près pour préparer la sortie du film, ce que je fais maintenant. Le cinéma d'animation n'est plus cantonné à un public jeune exclusivement. Ça venait de Disney avant qui sortait à Noël et c'était vraiment des films pour les tout petits. Souvent assez mièvres. Je parle pas des grands Disney comme, Le Livre de la Jungle, qui est un grand film. Il y a eu quand même toute une gamme de films mineurs. Et on avait accrédité l'idée que ce type de cinéma était pour les enfants exclusivement, et aussi des gens faisaient du cinéma que pour les enfants. Aujourd'hui, Michel Oslo, Chaumet ou Marjane Satrapi ou moi, enfin en France en tout cas, mais aux États-Unis aussi, et au Japon aussi, on n'a plus du tout cette dimension-là en tête. Moi, je fais du cinéma comme tous ceux qui font du cinéma. Il se trouve que, comme c'est un dessin animé, que les enfants vont aller voir le film, on est obligé quand même de tenir compte de cette cible, de tenir compte de ce public, et donc que le film soit très accessible aux enfants. Donc on accorde une attention tout à fait particulière, pour qu'il y ait des niveaux de lecture qui soient accessibles aux enfants et d'autres plus aux adultes. Enfin, bon, tout ça est un peu flou, mais pas flou dans nos têtes. C'est-à-dire, tout ça est quand même bien calculé. L'important, c'est qu'on fasse un film qui plaise à tous. Mon idée au départ, c'était de construire une histoire à partir de ce petit couple très détonnant, très contrasté, cette petite fille qui n'a rien, qui est dans un pays pauvre, qui est pieds nus, qui a plus ses parents, qui a rien du tout, quoi. Elle possède rien, mais elle est capable de beaucoup de choses. Elle a un courage extraordinaire, des valeurs morales incroyables. Puis d'un autre côté, il y a ce Migou, être fantastique, très puissant, plein de pouvoir, mais il peut tomber facilement, comme un chêne qui a mis 200 ans à pousser, là, il est très solide, il faut être moins 5 ou 6 pour faire le tour du tronc, et puis un coup de tronçonneuse et il disparaît. Donc c'est un peu ça. Donc cette petite fille qui n'a rien, capable de tout, et ce Migou qui a tout et qui peut tout perdre. C'était ces deux entités là très contrastées qui m'ont intéressé au départ. Cette petite héroïne et ce géant. Et c'est autour de ces deux-là qu'on a bâti cette histoire. Feu l'image a été créé en 81. Et depuis 1981, donc ça fait quand même 27 ans, beaucoup de gens sont là depuis le début. Et forcément, quand vous êtes là depuis longtemps, on peut acquérir des savoir-faire, des expériences. Enfin, on a aujourd'hui une équipe, et c'est une chance inouïe pour moi. C'est qu'autour de moi, j'ai une équipe qui est très performante, qui sait tout faire maintenant. Depuis le temps. Et comparativement à d'autres productions qui sont obligées d'aller chercher ces savoir-faire en Asie ou dans l'Europe de l'Est, nous on les a sur place. Et donc le travail est très différent parce qu'on travaille avec des amis, on travaille de bureau à bureau, on se parle, on se sourit. Chaque film est une expérience nouvelle, une expérience graphique nouvelle. Donc on n'a pas peur de se remettre en question, d'aller découvrir des choses nouvelles. Donc le décorateur ou le créateur graphique va imaginer une nouvelle esthétique à chaque film. Et donc, il va s'appuyer sur le texte, il va essayer d'imaginer ce que le texte va
va développer lui-même en graphisme pour essayer d'échapper à ce qu'on sait faire, mais bien sûr, des académismes américains, des académismes japonais. On ne fait pas du manga, on ne fait pas des cartoons, on va chercher en nous-mêmes des voies plus originales. Et quand même, pour ce film, le créateur graphique s'est beaucoup inspiré des fauves, Matisse, Raoul Dufy, Cézanne qui n'est pas un fauve, mais il s'est beaucoup inspiré de ces peintres-là. Un peu aussi, je pense qu'il y a du Noyer-Rousseau. Donc, moi, j'aime beaucoup cette idée que la source d'inspiration de Miel Migou, elle va chercher ses racines dans notre propre histoire, dans notre patrimoine pictural. Et du coup, le travail, c'est aussi un travail de peintre. C'est pas un travail informatique. Il y a de l'informatique, bien sûr, tout au long, très présente, mais au départ, c'est un travail de peintre. Le pinceau, la gouache, les pastels, tout ça donne au film un caractère très très original, unique. Mais on parle souvent de Miyazaki. À la fois, ça me fait plaisir, c'est un ami, Miyazaki. On se connaît, on s'apprécie. Mais je ne vois pas bien la raison, parce que, bon, on a des points communs. Moi, depuis toujours, je fais des films avec une dimension environnementale forte. Déjà, ma petite peine chérie que j'ai fait en 92, oui, ça remonte déjà à quelques temps. Je ne connaissais pas du tout Miyazaki à cette époque-là. Donc on a un peu des inspirations voisines, je suppose, hein, c'est ce que les gens disent. Et aussi on travaille en 2D encore, tous les deux. On accorde beaucoup d'importance aux personnages, enfin. Mais tout ça, je trouve, est peut-être un peu exagéré, parce que à aucun moment j'essaye d'imiter Miyazaki, et je suppose encore plus que Miyazaki n'essaye pas du tout de m'imiter. La question du casting, elle arrive au moment où on commence le film. Et c'est la première chose que l'on fait, on enregistre les voix d'abord, avant que le film soit fait. Du coup, il faut que le storyboard et l'animatique soient extrêmement fidèles, parce qu'on ne peut pas se tromper. Donc j'enregistre chaque comédien, après les avoir choisis, j'enregistre chaque comédien en direct, c'est moi-même qui dirige les comédiens dans la salle, une petite salle, un par un. Et je leur donne la réplique. Et tous les comédiens du film donnent la réplique à la même personne. Ça donne beaucoup d'unité. Et ce ne sont pas des voix de post-production, ce sont des voix de création sur lesquelles toute la chaîne de fabrication du film va s'appuyer. Donc le comédien est très libre, puisqu'il n'a pas la contrainte de suivre l'image. Et donc on peut faire un travail de théâtre, comme au théâtre, un travail de création très poussé. Je savais où je voulais mettre des chansons. Elles ne sont pas comme Disney, hein. Il n'y a pas une chanson tous les quarts d'heure qui vient résumer l'action. Non, il y a 2 chansons à la fin du film, une qui conclut le film et une dans le générique qui revisite le film sous un autre angle. Il y a une chanson chantée par Olivia Ruiz et une autre par Michael Furnon. Michael Furnon, c'est le chanteur de Mickey 3D. Olivia Ruiz, c'était pas mon choix premier. Mon choix premier, depuis longtemps, c'était de le faire avec Catherine Ringer. Et au moment où on devait enregistrer cette chanson, il s'est passé un drame dans sa vie qu'on connaît et qui fait que je n'ai pas pu le faire avec elle. Donc j'ai dû, au dernier moment, me retrouver une autre chanteuse. J'ai pensé à Olivia Ruiz et je suis assez content. Elle l'a vraiment fait. Je lui ai demandé justement, en pensant à Catherine Ringer, je lui ai demandé de déjanter un peu plus que d'habitude. Elle a bien joué le jeu. Et puis Michael Furnon, et aussi ça c'était... J'avais hésité avec Jacques Dutronc. C'était deux approches différentes. Et puis Michael a eu la gentillesse d'interpréter la chanson. Serge Besset, je travaille avec lui depuis 30 ans, on a fait tous nos films ensemble. Et je lui livre le scénario, même dans des phases non abouties du scénario, pour qu'il s'imprègne de l'histoire, qu'il suive mon cheminement personnel dans cette histoire, dès le début. Et très vite, il commence déjà même à composer des thèmes du film, des pistes de travail,
des réflexions sur avec quel musicien on va jouer. Donc tout ça arrive même avant qu'on commence le film. Et moi j'aime beaucoup l'idée que quand on fait le film, on peut déjà entendre des musiques et que Serge, il a déjà des images quand il fait ses musiques. Donc on avance ensemble. Et donc la musique et l'image évoluent en parallèle et elles se nourrissent les unes des autres. Vous savez, quand on a travaillé 30 ans avec quelqu'un et que c'est comme un couple et que ça se passe admirablement bien, j'ai beaucoup de propositions de musiciens, mais je ne vois pas l'intérêt de changer. En plus, on a comme en nous-mêmes le chemin de mener un travail ensemble, et ce chemin n'est pas terminé, ce travail n'est pas achevé. Moi j'ai encore beaucoup à faire avec ce garçon. La musique, comme les voix, comme la couleur, le jeu des acteurs, ce sont des vecteurs d'émotions extrêmement forts. Je dirais que la musique, c'est peut-être le vecteur le plus fort. Et moi, ce qui m'intéresse dans un film, c'est, bon, l'histoire, il faut qu'elle soit d'aplomb, il faut qu'elle soit palpitante, il faut qu'elle soit solide, etc., que les gens apprécient, puis entrent dans cette histoire. Mais au fond, un film ne se joue pas là. Il se joue sur l'émotion, sur les petits échanges qui vont avoir lieu entre les spectateurs et l'équipe, enfin ceux qui ont fait le film. Et ces échanges-là, ces émotions, ces petits riens, ces petites choses qui vont communiquer sur des petits détails, pour moi c'est très important. La musique, elle sert en permanence ces petites choses. Elle raconte au deuxième, troisième, quatrième degré, enfin, sans être affichée forcément très fortement, elle m'aide à bien faire passer l'émotion du film. Donc c'est évident, c'est pour ça aussi qu'on doit travailler. C'est pas seulement une musique qui va être collée sur le film, mais c'est une musique qui doit être élaborée tout au long de la production du film. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec Serge, parce qu'il accepte aussi ça. Pas tout le monde qui accepterait de travailler 5 ans sur la musique d'un film. On est très porté sur les grands orchestres, pas pour le côté mégalo, c'est que 70 musiciens, c'est 70 sensibilités, 70 musiciens qui jouent d'instruments, ce n'est pas des instruments informatiques, hein. C'est 70 sensibilités associées. Ça, je ne sais pas comment dire, j'ai besoin de ces 70 sensibilités-là pour faire vivre l'émotion du film. Et puis j'ai demandé à Serge, pour ce film en particulier, que les voix humaines soient très présentes. Et donc il a ajouté un chœur de femmes et d'hommes, pas toujours, mais assez souvent. Il y a un grand nombre de morceaux qui sont sous-tendus par des voix, qui sont considérés comme un des instruments de ce grand orchestre. Et ça donne un supplément d'humanité encore à ces 70 musiciens, ces 70 sensibilités instrumentales qui jouent, qui se frottent, qui viennent en complémentarité avec des chœurs. Et ces chœurs, c'est pas une chorale très appuyée, c'est quelque chose un peu qui vient s'intégrer dans le panel des instruments.